Docteur d'État en sciences économiques, Jacques Attali est diplômé de l'École polytechnique, major de la promotion 1963, de l'École des mines, de l'Institut d'études politiques, je ne vais pas détailler l'ensemble du CV qui serait beaucoup trop long, et de l'École nationale d'administration, je donne néanmoins quelques clés importantes. Docteur honoris causa de plusieurs universités étrangères et membre de l'Académie universelle des cultures. Professeur, écrivain, conseiller d'État honoraire, conseiller spécial auprès du président de la République de 1980 à 1991. Fondateur et premier président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement à Londres de 1991 à 1993, Jacques Attali est maintenant président de A&A, Société internationale de conseil spécialisée dans les nouvelles technologies. Basé à Paris et président de Planète Finance, organisation spécialisée dans le développement de la microfinance dans plus de 80 pays, c'est la plus importante institution mondiale de soutien à la microfinance. En 1991, Jacques Attali fonde Action contre la faim et lance en 1984 le programme européen Eureka, vaste programme sur les nouvelles technologies, qui a donné entre autres naissance au MP3. Jacques Attali a ensuite été conseiller au secrétariat général des Nations Unies sur les risques de prolifération nucléaire. Jacques Attali est également éditorialiste de l'Express, il est l'auteur de plus de 67 livres, traduits dans plus de 30 langues, diffusés à plus de 8 millions d'exemplaires à travers le monde. Cela comprend des essais, des biographies, des romans, des contes pour enfants, des pièces de théâtre. Il a été désigné comme l'un des 3 plus influents intellectuels de France et l'un des 100 plus influents intellectuels dans le monde. En avril 2011, il reçoit d'ailleurs le Woodrow Wilson International Center for Scholars de la Smithsonian Institution des États-Unis. Jacques Attali est la première personnalité française n'ayant pas de mandat électif, étant le plus suivi sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn, juste derrière Krugman, mais devant évidemment les personnalités comme Bernard-Henri Lévy ou encore Marc Lévy et autres. Dans son dernier ouvrage, Devenir soi, que l'on a évidemment de disponible à la librairie Erol de l'Essec, il défend la phrase suivante. Je le cite. « Dans un monde aujourd'hui insupportable, et qui bientôt le sera plus encore, il est temps pour chacun de se prendre en main, sans attendre indéfiniment des solutions miraculeuses. Il ne s'agit pas de résistance ni de résilience, mais de devenir soi. Le bivium dont on a discuté tout à l'heure, les tenants dans l'Antiquité, avec cette fameuse voie difficile et complexe qu'il fallait atteindre, il semble que Jacques Attali soit celui qui nous montre une des voies. Nous sommes extrêmement honorés, très heureux de votre présence parmi nous. Merci beaucoup d'accueillir chaleureusement Jacques Attali. Je vous remercie, je suis heureux d'être avec vous. Comme professeur depuis tant d'années, je suis heureux de voir des amis dans la salle. Comme professeur depuis tant d'années, j'ai l'habitude d'enseigner sans notes, mais je vais faire exception aujourd'hui parce que vous m'avez demandé de réfléchir à un sujet très lourd et très important, et donc j'ai pris des notes, et je m'excuse si j'ai un papier devant moi, ce qui me ressemble assez peu d'habitude. Vous êtes parti d'une réflexion sur la transformation, et c'est de ça dont je voudrais partir. D'abord, la transformation, c'est un sujet immense dont je vais parler, mais je voudrais d'abord le remettre dans une perspective très rapide. Vous, dans cette salle, il est vraisemblable que la quasi-totalité d'entre vous seront encore sur cette planète en 2080, et que ceux d'entre vous qui seront à cette époque enseignants auront une influence sur des gens qui seront là en 2150. C'est dire que l'enchaînement des générations va très loin. Et pourtant, étonnamment, si nos sociétés sont aujourd'hui très à l'aise lorsqu'il s'agit de parler de la naissance de l'univers, de la naissance de la Terre, de la naissance de l'humanité, de ce qui s'est passé il y a 200 000 ans, 100 000 ans, 50 000 ans, 5 000 ans, 50 ans, nous avons le plus grand mal à parler de ce qui vient devant nous. Le plus grand mal à parler de l'année prochaine, le plus grand mal à parler dans 10 ans, dans 20 ans, encore plus dans 100 ans. Que sera le monde dans 100 ans? Que sera le monde en 2080? Il sera ce que vous en aurez fait ou ce que vous en aurez vécu, et je vais essayer de l'inscrire dans une réflexion globale. Mais d'abord, puisque votre thème, d'après ce que vous m'avez dit, M. Pavie, est celui de la transformation,
Je voudrais commencer par là, et comme j'essaie de structurer mon exposé, je vais faire un exposé en 3 parties, avec chaque fois 10 points dans chacune des 3 parties. D'abord, sur la transformation, 10 idées. D'abord, tout se transforme. Tout se transforme tout le temps, et on peut même dire que c'est la caractéristique de ce qui est vivant de se transformer. Tout ce qui est vivant se transforme, et même ce qui n'est pas vivant se transforme, la matière organique se transforme, et même ce qui n'est pas la matière organique, la pierre même, qui a priori ne se transforme pas, se transforme quand même parce que l'homme peut le transformer. On peut même dire que le propre du vivant, ce qui caractérise le vivant, c'est justement de se transformer. Et il faut, et c'est le deuxième point, faire une remarque en passant, c'est qu'en effet tout se transforme, mais il y a une chose qu'on ne peut pas transformer, c'est le passé. On ne peut pas décider d'être né ailleurs que là où on est né, d'avoir eu d'autres parents que ceux qu'on a eus, d'avoir un autre passé que celui qu'on a eu, sauf à être mythomane et à s'inventer un passé, soit ou à redécouvrir un passé enfoui dans les secrets de famille, et c'est une piste souvent très importante. Par contre, il y a des choses qu'on ne peut pas ne pas transformer, à l'inverse, et c'est le troisième point. On ne peut pas ne pas transformer soi-même. Vous allez chaque jour vous transformer davantage, c'est le temps qui passe, et même tous les efforts de la chirurgie esthétique, que certains d'entre vous utiliseront sans doute un jour, ne peuvent empêcher le temps d'avoir un impact sur nous. Quatrième point, on peut penser que la transformation est toujours une bonne chose. En réalité, a priori, si on se réfère aux lois de la thermodynamique, aux lois du vivant, la transformation est toujours une mauvaise chose. Parce que nous sommes par nature condamnés, et c'est la deuxième loi de la thermodynamique, condamnés au désordre, au déclin. Et c'est une résistance permanente qui nous permet d'éviter cela, c'est la négantropie face à l'entropie. La transformation d'un vivant en un mort, ce n'est pas une bonne nouvelle. La transformation d'un étudiant moral, gentil et plein de bénévolence en un fanatique n'est pas une bonne nouvelle. La transformation d'un citoyen allemand ordinaire dans les années 30 en un Waffen-SS n'était pas une bonne nouvelle. Et on peut avoir des exemples beaucoup plus récents. Donc, méfions-nous de la transformation, elle n'est pas bonne par nature. Donc, et c'est le cinquième point, l'important de la transformation, c'est de savoir où elle nous mène, d'où elle vient, qu'est-ce qui nous influence, où on va, de savoir comment on transforme soi-même et comment on transforme les autres et ce qui vient nous transformer. De quoi se nourrit-on? Cela m'amène à un sixième point. Si tous les êtres vivants sont définis par le fait qu'ils se transforment, être un être humain, c'est choisir les transformations qu'on souhaite et faire au mieux avec celles qu'on ne peut éviter. C'est choisir les transformations qu'on souhaite et faire au mieux avec celles qu'on ne peut pas éviter. Et donc, la caractéristique propre de l'être humain, c'est la maîtrise, autant qu'il est possible, des transformations. Septième remarque, l'expérience historique est toujours utile, et lorsqu'on regarde l'histoire des grands de ce monde, on s'aperçoit que tous se sont beaucoup transformés, se sont nourris de ce qu'ils ont pu recevoir et sont en apparence extrêmement loin dans leur parcours de ce qu'ils étaient au départ. Et pour avoir écrit d'innombrables biographies, je pourrais longuement vous dire en quoi Marx, Pascal, Gandhi, Ibn Rushd, Einstein et tant d'autres se sont transformés en se nourrissant du monde. Mais, et c'est le huitième point, quand on regarde plus profondément, ceux qu'on croit s'être transformés, en réalité, n'ont fait que se trouver et trouver ce en quoi ils étaient essentiels à eux-mêmes, et donc trouver leur invariant. Et toute la grandeur de chacun d'entre nous, c'est de découvrir profondément ce qu'on est, et non pas se laisser balloter par ce qui vient de l'extérieur. Ce qui m'amène au neuvième point. Pour savoir quelle transformation accepter,
il faut d'abord savoir ce qu'on veut à tout prix conserver, ce qui est invariant en soi, quelles sont les valeurs auxquelles on tient, quelles sont les choses pour lesquelles on serait prêt à mourir, quels sont les sentiments, les gens, les idées qui nous sont essentiels et quelle influence on peut accepter à cet égard. Dixième point enfin, le plus difficile pour un individu, comme pour un pays, comme pour l'humanité tout entière, c'est de se transformer en ce qu'on voudrait être depuis le premier jour. C'est de se transformer en ce qu'on voudrait être depuis le premier jour. Et c'est à vous de le chercher, et je vais essayer de vous y aider maintenant un peu modestement, de chercher comment savoir ce qu'on a envie d'être au premier jour dans un monde de plus en plus difficile. Parce que si on peut chercher comment se transformer soi-même, ou quelle transformation accepter, ou qu'est-ce qui est essentiel en soi, il faut d'abord savoir dans quel contexte cela va se situer. Quel est le monde dans lequel nous allons vivre, vous allez vivre dans les 30, 40, 50 ans qui viennent. Il n'a aucun sens de réfléchir à sa transformation si on n'a pas d'abord tracé le paysage du monde tel qu'il vient. C'est dans ce contexte-là qu'on pourra ensuite, et c'est ma deuxième partie, définir ce qu'on peut souhaiter devenir. Quel monde devant nous? Quelles transformations du monde sont à attendre, probables, inévitables? Je dirai plus tard, dans une troisième partie, si nous devons nous contenter d'être spectateurs du monde tel que je vais maintenant rapidement le décrire. Quel monde devant nous? 10 points. Premier point, en partant du plus sérieux, du plus certain, du moins contestable, la démographie. Nous sommes 7 milliards et quelques. En 2050, nous serons 9 milliards et demi. Sur ces 9 milliards et demi, il y en aura un peu moins d'1,5 milliard en Chine, un peu plus d'1,5 milliard en Inde. Et s'il y a une mutation majeure, c'est que sur les 2 milliards d'habitants de plus de la planète, il y aura 1 milliard de plus d'habitants en Afrique. L'Afrique va passer d'1 milliard à 2 milliards d'habitants. Et sur ces 2 milliards d'habitants, 1 milliard aura moins de 18 ans. Ça, c'est la clé de ce que nous allons vivre. Avec des mutations très différentes. En principe, si les tendances actuelles se poursuivent, il y aura en 2060 plus de Français que d'Allemands, plus de Turcs que de Russes, plus de musulmans en Inde que dans n'importe quel autre pays au monde, y compris dans le plus grand pays musulman du monde, qui ne sera plus l'Indonésie. Il y aura plus d'habitants au Nigeria qu'aux États-Unis, et nous serons dans un monde totalement différent, puisque, pour continuer quelques perspectives, les 60 millions d'habitants du Sahel, des 10 pays du Sahel, seront 250 millions, puisque cette partie de l'Afrique a encore un taux de natalité durable et stable de 7 enfants par femme dans les décennies qui viennent. Donc on voit un monde dont on voit les perspectives, avec démographiquement, premièrement, une population qui sera plus vieille, puisque l'espérance de vie monte de 3 mois par an environ sur la planète tout entière. Elle monte plus vite dans les pays en développement que dans les pays développés, avec en gros un peu plus d'hommes que de femmes, puisque l'équilibre statistique sera rompu, avec une population qui était urbaine aujourd'hui à 50%, qui va être urbaine à 2/3, avec, au lieu de 220 millions de personnes qui aujourd'hui vivent dans un autre continent que celui où sont nés, je ne dis pas pays, mais continent que celui où ils sont nés, plus d'1 milliard, si les tendances actuelles se poursuivent. Et avec évidemment des conséquences de tout cela sur bien d'autres dimensions dont je vais parler maintenant. Le deuxième domaine le plus prévisible, à côté de celui de la démographie, c'est celui du progrès technique. Il faut en gros 40 ans pour qu'une innovation devienne une réalité générale. Or, on voit maintenant à peu près clairement quelles sont les innovations qui sont en train de devenir des réalités
banales, et puis quelles innovations viennent derrière et vont devenir des innovations, des idées ou des pratiques courantes, qui vont transformer notre monde autant que la démographie dont je viens de parler. D'abord, il y a tout ce qui est dans le domaine de la technologie numérique, dont certaines des choses sont déjà là, mais d'autres vont venir. Celles qui sont là, balbutiantes, et qui vont s'imposer, c'est évidemment l'imprimante 3D, qui va avoir des conséquences gigantesques dans la plupart des métiers. C'est les techniques liées au big data, c'est-à-dire à la capacité de calcul qui va augmenter et continuer à augmenter très rapidement, avec des conséquences sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle qui vont prendre des proportions considérables qui nous permettront ou nous forceront à vivre très largement dans l'irréalité avec des hologrammes présents en permanence et des capacités de calcul et de réseau infiniment supérieures à ce que nous avons aujourd'hui et des capacités de transformation du processus éducatif, du processus de travail, sans commune mesure avec aujourd'hui. Toujours dans le numérique, deux innovations très importantes, le web sémantique, c'est-à-dire la capacité de dialoguer avec les machines dans le langage naturel, ce qu'on ne peut pas faire encore aujourd'hui, qui aura des conséquences aussi considérables sur la médecine et sur l'enseignement, mais aussi sur les métiers d'ingénieur et toute autre nature. Autre dimension très importante liée encore au numérique, tout ce qui va être lié aux capacités de calcul, liées au ce qu'on appelle le parallel processing et différentes méthodes de calcul qui vont changer radicalement les moyens dont nous disposons. Tout cela aura des conséquences sur le numérique, mais aussi par effet second sur d'autres domaines dont le numérique sera un soutien, qui sont la génétique, les nanotechnologies et les neurosciences, qui sont les domaines les plus importants des transformations de demain. Biotechnologie, nous aurons bientôt la capacité d'aller vers le clonage humain, et quand on parle de transformation, vous connaîtrez des clones humains, c'est-à-dire la possibilité de transformer l'être humain non seulement en le dotant de prothèses, mais en créant des conditions pour qu'un être humain totalement cloné puisse apparaître dans les 50 prochaines années d'une façon certaine. Le robot qui est en train d'envahir nos vies n'est qu'une introduction légère à la transformation de l'être humain en artefact qui est devant nous. L'homme transformé, c'est demain le clone. Les nanotechnologies qui vont permettre de constituer une matière et des réalités de matière totalement neuves, non plus en détruisant la matière pour l'aménager, mais en repartant à partir des molécules de base, va aussi transformer profondément non seulement les techniques de construction de logements, mais aussi la médecine et bien d'autres domaines. Et enfin, le dernier domaine qui va être essentiel, c'est les neurosciences, car une des limitations les plus grandes de notre capacité à évoluer, à nous transformer, c'est notre capacité à apprendre. Et les neurosciences, qui sont à la fois aussi nécessaires parce que l'espérance de vie augmentant, les maladies liées à la dégénérescence neuronale vont prendre une importance croissante. Les neurosciences vont être à la fois utiles aux nouvelles maladies, mais aussi essentielles pour transformer le processus éducatif et apprendre comment maintenir une attention et créer les conditions d'une augmentation de la productivité de l'éducation. Et bien d'autres choses qui sont devant nous et qui vont profondément nous transformer en nous donnant davantage de moyens de liberté, mais une liberté qui nous conduit progressivement, et vous verrez cela dans les 50 prochaines années, à être des artefacts de nous-mêmes. Troisième transformation qui est devant nous, celle du climat, bien sûr, qui semble très difficile à modifier dans les décennies qui viennent, mais l'augmentation de la température avec ses conséquences sur le niveau de la mer, la survie de certaines
dimension de la biosphère, sans être cataclysmique, on peut cependant savoir et dire que la probabilité de voir une très large partie de certains pays être inhabitables et de voir à peu près entre 500 et 700 millions de personnes obligées de déménager parce qu'ils ne pourront plus habiter sur les côtes est une quasi-certitude. De voir la disparition du plancton, source de vie essentielle, être aussi une certitude, comme on le voit aujourd'hui, et bien d'autres dimensions. Et comme on sait aujourd'hui que l'activité humaine et l'activité animale sont essentielles et que rien de sérieux n'est fait, malgré la signature de pacotille de l'accord de Paris, qu'on n'arrive même pas à ratifier en ce moment, montre que la tendance ne va pas disparaître. Il faut soit s'imaginer qu'on va vivre avec une température beaucoup plus élevée dans les 50 ans qui viennent, soit espérer, j'y reviendrai tout à l'heure, qu'on ait les moyens de faire respecter un état de droit, soit espérer que le progrès technique dont j'ai parlé trouve des solutions dans ce domaine, en particulier sur une dimension qui va être absolument majeure en conséquence du climat. Ce sont ces conséquences sur la disponibilité de l'eau. On peut penser qu'en 2050, entre la moitié et les trois quarts de l'humanité, j'ai bien dit entre la moitié et les trois quarts de l'humanité, seront en état de stress hydrique, c'est-à-dire n'auront pas assez d'eau très largement, puisque plus de 40% d'entre eux seront en situation de stress aigu, comme c'est le cas aujourd'hui, à peu près un peu plus d'1,5 milliard d'habitants de la planète. Et là, évidemment, c'est une source de désordre extrême. Quatrième tendance forte, un monde sans état de droit. Nous sommes aujourd'hui en situation d'avoir un marché global. Vous parlez ici de façon glorifiée, à juste titre, de la globalisation, mais une globalisation des échanges sans globalisation de l'état de droit, c'est une globalisation de l'anarchie. Et c'est ce à quoi nous assistons de plus en plus, c'est-à-dire un marché global sans état de droit, c'est-à-dire sans mécanisme capable de faire respecter ni un droit de propriété, ni une justice, ni évidemment des transferts, qui conduit progressivement à un renforcement des acteurs les plus criminels et les plus déloyaux, à une concentration de plus en plus grande des richesses. Cinquième tendance, un monde de plus en plus déloyal. Car au fond, si on y réfléchit, la valeur dominante de nos sociétés aujourd'hui, et c'est celle sur laquelle s'inscrit aussi votre école, comme à juste titre nos civilisations, c'est celle de la liberté individuelle. Mais si on y réfléchit bien, la liberté individuelle, c'est le droit de changer la vie en permanence, y compris de ne pas respecter les contrats. Et donc, la version paroxystique de la liberté individuelle, c'est le droit d'être déloyal. Déloyal à l'égard des autres, déloyal à l'égard des générations suivantes dont on ne s'occupe pas en détruisant leur climat ou leur environnement ou en leur laissant des dettes. Et nous vivons dans un monde dans lequel la loyauté est de moins en moins la règle et où le chacun pour soi s'impose au nom de la liberté. On le voit bien avec la précarité de plus en plus grande du contrat de travail, la précarité de plus en plus grande du contrat sentimental, et la précarité de plus en plus grande du contrat entre chacun d'entre nous et la collectivité nationale. Sixième tendance, un monde de plus en plus nomade. Et en effet, si nous sommes dans la liberté, nous sommes de plus en plus dans la liberté du mouvement des capitaux, des gens, des idées, mais on ne peut pas accepter que la liberté ne soit que la nôtre, d'être touriste, et pas celle des autres, d'aller vivre là où la vie est la plus tolérable. Et il est tout à fait normal que si nous faisons l'apologie de la liberté, celle-ci soit revendiquée aussi par ceux qui ne toléreront plus de vivre dans des lieux de misère ou dans des lieux d'enfer, comme vont devenir une très grande partie des pays africains dans les 50 ans qui viennent. Nous entrons dans un monde de plus en plus nomade, avec au sommet de la hiérarchie du monde, un petit groupe de quelques dixièmes de millions de personnes qui seront nomades par plaisir, qui iront là où ils voudront. En bas de la pyramide, quelques milliards de personnes qui bougeront pour manger, de la campagne vers la ville, d'une ville à une autre, et beaucoup de mouvements à l'intérieur des pays du Sud, et ou du Sud vers le Nord. Et puis au milieu, une classe moyenne
de plus en plus réduite, qui vivra un nomadisme virtuel en espérant rejoindre le nomadisme des riches et en craignant de rejoindre le nomadisme des pauvres, par le biais des réseaux sociaux qui en donneront le spectacle de l'un et de l'autre. Septième tendance, la dictature du court terme. Si liberté il y a liberté tant sur le marché que dans la démocratie, liberté de changer d'avis, qui fait qu'en permanence, tant sur le marché à cause du cours de bourse ou dans la démocratie à cause des sondages, on ne prend des décisions qu'en fonction de son intérêt immédiat. Plus personne ne pense à demain, encore moins à après-demain. Nous sommes dans la dictature du court terme et les palinodies de ce à quoi on assiste dans les différentes campagnes présidentielles américaines ou françaises ne font que confirmer ce diagnostic. Huitième tendance, dans ce monde-là, des crises de toute nature sont inévitables. Le surendettement qui nous permet de masquer pendant un moment ce monde et ses difficultés n'est pas illimité. La phrase de Madame de Pompadour en 1757, apprenant une défaite de l'armée française, quand elle a dit au roi « Après nous le déluge », était à la fois prémonitoire, puisque 30 ans plus tard, le déluge est arrivé sur son monde. C'est exactement ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Cette dictature du court terme nous conduit à « après nous le déluge », et le déluge, on le voit. Les taux d'intérêt négatifs ne peuvent conduire qu'à la catastrophe. L'endettement croissant à une proportion jamais connue dans l'histoire humaine ne peut conduire qu'à des catastrophes. Et tant d'autres dimensions dans lesquelles nous ne faisons que retarder les problèmes et qui naturellement ne seront que plus graves. Il y aura des crises bancaires, des crises sociales, des crises financières. Neuvième tendance, ne croyez pas que parce que vous êtes né dans un monde où la violence était la moins forte possible et où toutes les statistiques démontraient jusqu'il y a peu que la violence déclinait dans l'histoire humaine, tant la violence militaire que la violence civile, ne croyez pas que cette tendance soit irréversible. Au contraire, nous entrons dans un monde de plus en plus tragique où d'innombrables guerres sont possibles, probables, ont lieu dès aujourd'hui, et où la coalescence de toutes ces guerres locales en une guerre unique est chaque jour davantage plus probable. En sachant d'ailleurs que la seule façon de l'éviter, c'est de la penser probable. Il peut y avoir dans 5 minutes un accrochage improbable entre la Corée du Nord et le Japon, entraînant par le jeu des alliances l'entrée en guerre des États-Unis, entre la Chine et les États-Unis en mer de Chine, entre la Russie et la Pologne, entraînant par le jeu des alliances notre entrée en guerre, et 1000 autres scénarios sont possibles. 10e tendance, tout cela peut ne pas avoir lieu, car il existe aussi des forces extraordinaires à travers le monde de résistance, de gens qui, justement, sur toutes les dimensions dont je viens de parler, essayent modestement, mais activement, de s'intéresser au long terme, de considérer que les changements sont possibles vers le bien, de penser qu'il est possible d'être altruiste et de ne pas s'intéresser qu'à soi-même. C'est ce que nous appelons maintenant l'économie positive, qui rassemble tous ceux qui travaillent dans l'intérêt des générations suivantes et qui, dans ce travail, dans l'intérêt des générations suivantes, aident comme des associations, des enseignants, des dirigeants politiques, des entreprises, des fonds d'investissement à penser le long terme et à considérer que c'est notre responsabilité sur le marché d'introduire une dimension de long terme. C'est ce qu'on appelle le capitalisme patient, et dans la démocratie d'introduire le long terme, c'est-à-dire de donner un droit de vote aux générations suivantes. Ces transformations sont en cours, ces acteurs sont là, ils sont peu visibles, mais après tout, à la fin, quand Madame de Pompadour parlait, peu étaient visibles ceux qui allaient être Diderot, Voltaire, Rousseau, ou un peu plus visibles étaient ceux qui commençaient à écrire aux États-Unis les clés de ce qu'allait devenir
les Lumières et la liberté. Dans ce monde apparemment si difficile, qu'est-ce qu'on peut faire? A priori, vous pouvez penser que ce que je vous ai décrit jusqu'à présent donne le sentiment que nous sommes condamnés au pire, que nous sommes condamnés à être détruits par l'intelligence artificielle lorsqu'elle viendra, ou même à être détruits avant par le monde qui se battra contre nous parce que nous ne serons plus capables de le gérer. Cela fait très longtemps d'ailleurs, et on trouve ça dans des textes du XIIIe, XIVe, XVe siècle, où on voit apparaître la métaphore de cette impuissance, où on décrit le monde comme un bateau pris dans la tempête qui a perdu son gouvernail et qu'il faut réparer à tout prix pour l'amener à bon port. Aujourd'hui, le monde tel que je viens de vous décrire peut aussi ressembler à un avion qui n'a pas de pilote, et pire encore, à un avion qui n'a pas de cabine de pilotage, et qu'il nous faut construire une cabine de pilotage avant de nous écraser contre la montagne. Prévoir toutes les catastrophes que je viens de prévoir ne nous garantit pas de les éviter. J'ai dit que c'était nécessaire, mais ce n'est pas une garantie. Par exemple, prévoir que chacun d'entre nous dans cette salle mourra un jour ne nous permet pas de l'éviter. Ça nous permet simplement de créer des conditions pour que notre vie soit la meilleure possible et que nous transmettions un monde possible, meilleur pour les générations suivantes. De même, savoir qu'il y a plus de 50% de chances que dans les 20 ans qui viennent, il y ait un tremblement de terre gigantesque à Tokyo ne permet pas de l'empêcher, comme savoir qu'un grand tremblement de terre de même ampleur aura lieu en Californie ne permet pas de l'empêcher, mais de s'y adapter. Alors on peut s'y résigner, dire après nous le déluge et vivons le mieux possible les instants que nous avons, carpe diem, chaque instant, faisons la fête, faites la fête ce soir. Mais on peut aussi ne pas s'en contenter. On peut aussi vouloir et penser que tout ce dont je viens de parler est résistible, qu'on peut créer les conditions pour éviter que cette barbarie arrive. Pour ça, il faut comprendre que la coopération est meilleure que la compétition, que nous jouirons davantage de notre bonheur que si nous aidons au bonheur de l'autre, et que si nous sommes capables de penser aller vers une forme supérieure d'organisation politique de l'humanité. Oui, il faut penser à réparer le navire pendant la tempête, à créer cette cabine de pilotage. Et ne disons pas que ce n'est pas possible, c'est justement ce que faisaient les pères de la Révolution américaine pendant la guerre civile qu'ils pensaient perdre, ils écrivaient la Constitution américaine. C'est ce que faisaient ceux qui, à la fin de l'Ancien Régime, écrivaient les textes de la Déclaration des droits de l'homme en France en ne sachant pas qu'ils allaient y parvenir. C'est ce que faisaient au cœur de la Seconde Guerre mondiale, au moment où cette guerre allait être perdue par les Occidentaux qui écrivaient la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme au moment où c'était perdu. Nous en sommes là. Il nous faut maintenant accepter et vouloir transformer le monde vers le meilleur et chacun d'entre nous à sa place le rendre possible. Tout cela suppose des changements, mais comme toujours, on ne peut pas changer le monde sans commencer par se changer soi-même. On ne peut pas transformer le monde si on ne commence pas par une transformation de soi-même. Et je dirais même, et c'est peut-être seulement une merveilleuse coïncidence, qu'on peut résumer tout ce qui précède par une phrase étrange, véritablement révolutionnaire. C'est en menant chacun de nous la vie la plus noble possible qu'on sauvera le monde. C'est en vivant chacun d'entre nous la vie la plus noble possible qu'on sauvera le monde. C'est en prenant conscience que le respect de soi et l'altruisme sont des contraintes nécessaires à notre liberté et que nous avons les moyens de vivre du bon temps et d'aider les autres à le vivre si nous créons les conditions pour chacun d'entre nous de devenir nous-mêmes en aidant les autres à le devenir. Et là encore, pour respecter la symétrie de cet exposé, cela suppose d'appliquer pour soi-même les 10 principes suivants.
Premièrement, prendre conscience de l'inévitabilité de sa propre mort et de l'unicité de sa vie. En déduire de l'humilité et de la sérénité. Prendre conscience que nous sommes mortels, mais que nous avons une vie et qu'il ne faut pas la gâcher. D'être humble à l'égard de cette fragilité, mais d'être serein à l'égard de ce qu'on peut en faire. Deuxième principe, qui découle du premier, se respecter, se prendre soi-même au sérieux. Ne rien faire qui ne puisse être fait par quelqu'un d'autre. Si quelqu'un d'autre peut faire quelque chose mieux que vous, ne le faites pas, faites autre chose. Toute femme, tout homme, dans cette pièce et dans le monde, est unique et doit faire quelque chose d'unique. On peut apprendre des autres, s'en inspirer, mais toujours faire quelque chose d'unique. Troisième principe, puisque nous ne sommes pas sûrs d'être réincarnés, ne pas s'interdire de vivre plusieurs vies à la fois. Ni successivement, ni simultanément. Autrement dit, ne pas s'interdire d'avoir un ou plusieurs projets de vie. Et je vous assure que si on fait ça, on ne devient pas vieux, on devient jeune, parce qu'on s'inscrit dans des projets sans cesse renouvelés. Quatrième principe, se faire en permanence une opinion en étant à l'écoute de ce que vont faire les autres, pour le bien et pour le mal, de ce que peut devenir le monde. C'est ce que je viens d'essayer de faire dans la partie précédente, vous décrire le monde. Se faire en permanence une idée de ce que sont les autres, être en situation d'empathie à l'égard des autres pour les comprendre sans les juger et en essayant de comprendre ce qu'ils vont faire pour vous, pour le monde, et pour créer l'environnement dans lequel nous allons vivre. Cinquième principe, trouver ses propres invariants. Dans son héritage, dans ce passé dont j'ai dit qu'on ne pouvait pas le transformer, dans ses propres valeurs telles qu'on les a reçues ou telles qu'on les a choisies, dans son rapport à la transcendance, si tant est qu'on en ait besoin. Prendre conscience dans ce contexte que sa propre liberté ne peut pas être une fin en soi et qu'elle doit être encadrée par une éthique qui lui donne du sens. La liberté doit être contrainte par une éthique. Sixième principe, prendre conscience de ce qu'on ne peut devenir soi, se trouver, organiser la transformation vers son projet, sans aider les autres à devenir soi aussi. Sans prendre conscience qu'être altruiste, en particulier à l'égard des prochaines générations, qui seront là quand nous serons encore là, et dans son propre intérêt, d'être rationnellement altruiste, d'être égoïstement altruiste. Donc de respecter la vie des autres et la vie des autres. D'aider les autres à avoir un jugement libre, et c'est ce que font vos maîtres et vos professeurs, quitte à ce que, lorsqu'ils ont un jugement libre, ils s'éloignent de vous. Septième principe, ressentir qu'aider les autres est un grand privilège et qu'il n'y a rien qui rend plus heureux que d'être en situation d'être utile. Huitième principe, pour mettre tout cela en œuvre, se mettre soi-même en situation de résister aux attaques, de résister aux désillusions, de résister à la déloyauté, de résister aux ennemis, de résister aux trahisons, de résister aux injustices, d'être en situation de ce qu'on appelle de la résilience, c'est-à-dire avoir du courage, et finalement, lorsqu'on s'est construit soi-même, lorsqu'on a décidé de ses valeurs, être indifférent à ce qui est injuste et trahison. Neuvième principe, être sans cesse prêt à apprendre, à changer d'avis, à se transformer, aussi souvent que nécessaire, si c'est utile au projet de vie qu'on a choisi. Enfin, lorsque tout ça est établi, dixième principe, se lancer dans l'action
sans limite, en révolution permanente à l'égard de soi-même et du monde, ne rien considérer comme impossible. Savoir même que s'il y a deux choses qui semblent impossibles, très souvent, une des deux choses impossibles est la solution de l'autre. Tout cela, le faire avec indifférence à l'égard des jaloux, avec insolence à l'égard du monde et surtout avec le sourire. Je vous remercie. Monsieur Attali, merci. Merci beaucoup pour ce magnifique exposé sur le devenir soi. Si vous le voulez bien, on va prendre quelques questions. Je suis frappé par le contraste entre les deux dernières parties de votre discours. La seconde, où vous soulevez des enjeux systémiques, des défis qu'on va avoir à relever, mais qui ne se posent quasiment pas de manière individuelle, qui sont liés à des systèmes économiques, sociaux, à des pratiques culturelles, enfin des choses qui nous dépassent. Et la dernière partie de votre discours, qui donne des conseils très personnels, très individuels, une éthique individuelle. Et j'aimerais savoir comment faire le lien entre les deux. Comment est-ce qu'une fois qu'on est responsable marketing d'une entreprise importante, qu'on participe à la surconsommation ou même au capitalisme, si on remonte jusque-là dans sa vision des causes des problèmes que vous avez évoqués, comment est-ce qu'on lie les deux? Comment est-ce que... Bon, parfait. Je croyais avoir répondu à cette question, mais je vais le faire plus précisément sur le cas de votre exemple. C'est en se rendant compte qu'on ne peut devenir soi qu'en étant altruiste, et donc en créant les conditions pour que les autres puissent le devenir aussi. Donc si vous êtes dans le marketing de produits de consommation, c'est en essayant de pousser pour que l'entreprise dans laquelle vous êtes s'intéresse à l'éthique, s'intéresse à l'origine des produits, s'intéresse à la chaîne de valeur, s'intéresse à la durabilité de ces produits et à créer les conditions pour que cette bataille ait lieu et à se battre pour cela. Mais vous ne pouvez le faire que si vous avez vous-même pris conscience de cette importance et ensuite vous engagez dans cette action. On le voit aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises où des gens qui ont pris cette conscience aident à le transformer dans une bataille qui est parfois facile, dans certaines entreprises où c'est déjà ressenti comme des valeurs communes, ou dans la plupart d'entre elles où c'est encore très difficile. Mais si on ne commence pas par en prendre conscience soi-même, on ne peut pas mener cette bataille. Pourquoi j'ai tellement insisté sur la prise de conscience collective. Sinon, si on mène une action collective, si on entre dans un parti politique, ce qui est souhaitable, ou dans un syndicat, si on n'a pas pris conscience de tout ce qui précède, ça n'est qu'un chemin parmi d'autres vers un arrivisme individuel, et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et encore une fois, j'ai donné l'exemple aussi de ce qui s'est produit quand on a écrit la Charte des Nations Unies en pleine guerre. Nous sommes aujourd'hui dans un moment aussi d'une très grande incertitude quant à l'avenir collectif. C'est le moment aussi de penser collectivement à écrire les conditions d'un état de droit planétaire. Pourquoi, par exemple, la construction européenne est si fondamentale, puisque si nous n'étions même pas capables de construire un état de droit commun en Europe, comment peut-on imaginer qu'on puisse espérer en avoir un à l'échelle de la planète? Donc, toute évolution de l'Europe vers un déclin ou une remise en cause de son existence serait ou sera signe de ce que la désarticulation du monde s'accélère. Donc ça donne bien quelques pistes concrètes d'action collective. J'aurais une question à vous poser qui est plutôt simple par rapport à celle que Joseph a posée. Vous qui avez dit que c'est faire preuve de noblesse, que c'est en faisant preuve de noblesse qu'on sauvera le monde. Pensez-vous faire preuve de noblesse quand vous défendez un système de mondialisation globale qui ne profite absolument pas aux petites gens? Vous n'avez sans doute pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit que je trouvais que le système de mondialisation tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire une mondialisation du marché sans mondialisation de la règle de droit, était une catastrophe. Et c'est pourtant vous qui l'avez développé au fil des années, non? N'est-ce pas? Si vous lisez mon travail, vous regardez mon action, vous verrez que j'ai toujours, depuis 30 ans, expliqué que si on fait une globalisation du marché sans globalisation de la démocratie, on arrive à la catastrophe. Donc je suis pour une globalisation du marché au rythme de la globalisation de la règle de droit. Et je considère que nous avons
deux situations tragiques devant nous. La première, la globalisation du marché sans globalisation de la règle de droit, qui est celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui et qui conduit aux errements que je dénonce comme vous venez de le faire. Et une autre situation qui est encore pire à mon sens, c'est de renoncer à la globalisation de l'état de droit pour se refermer dans des frontières nationales, et retourner à des identités qui ne seraient que mortifères et conductrices de violence et de guerre. Et donc, je continue à penser que la globalisation de l'état de droit est possible et nécessaire, qu'en particulier la construction européenne est absolument nécessaire comme exemple d'avant-garde de la constitution d'un état de droit planétaire, qu'il existe déjà aujourd'hui de très nombreux éléments d'une globalisation de l'état de droit, comme les tribunaux pénaux internationaux, la Charte des Nations Unies et bien d'autres éléments qui aujourd'hui peu à peu construisent un état de droit planétaire, et que c'est ça pour lequel il faut se battre, tout en créant les conditions pour que l'état de droit européen, qui en est la première base, se constitue. Mais jamais je n'accepterai de dire qu'il faut renoncer à la globalisation du marché aussi longtemps que j'espérerai, et j'espère encore, dans la globalisation d'un état de droit. Ouais, une question juste en face de vous. Puisque vous m'avez posé une question personnelle, je rappellerai seulement que si j'ai eu à créer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 4 institutions internationales, c'est justement pour participer à cette création d'un état de droit. Une question en face de vous. Oui. Ouais. Bonjour monsieur, alors moi c'est sur votre deuxième partie, vous avez donné 10 clés, donc de plus en plus certaines. Donc la première était plus certaine que les dernières, et je voulais savoir quelles sont les priorités dans celle-ci. Tout est urgent et tout est important. Il me semble que la maîtrise du climat est certainement une des choses les plus urgentes et les plus difficiles, puisque ça peut être que par un état de droit planétaire, même si certains l'espèrent par le progrès technique. Donc la mise en place rapide de l'accord, voilà un exemple d'état de droit planétaire, de l'accord de la COP 21, qui aujourd'hui n'a été ratifié que par un nombre tout à fait dérisoire de pays, me paraît la chose la plus urgente. Ensuite, il me semble que la deuxième chose qui est très urgente, c'est de créer les conditions d'une évaluation des conséquences du progrès technique en biotechnologie pour éviter des transformations irréversibles de l'espèce humaine. Ce sont les deux mutations qui me paraissent les plus urgentes. Une autre question tout à fait à votre gauche. Bonjour, je voulais savoir pour ma part, parce que vous parliez du fait qu'il faudrait dans l'idéal qu'on soit tous dans une même direction et que l'unité serait le mot d'ordre, mais du fait que l'homme est par nature individualiste et que les écarts de richesse ne font que s'agrandir depuis un siècle et demi, est-ce que vous pensez que c'est pas un peu utopiste de penser qu'on peut tous s'accorder en sachant qu'on a tous nos petits tracas du quotidien et qu'on a du mal à se projeter en tant que globalité, déjà en tant que nation, donc en tant que planète, et globalité, c'est un peu... C'est votre génération, entre autres, qui en jugera, mais nous devons prendre conscience de cette unité planétaire. Le climat en est un exemple. Et il y a d'autres dimensions qui le feront. Et les nouvelles technologies font que le monde est de plus en plus étroit, réduit. Que ce que nous avons construit à l'échelle d'une nation, c'est-à-dire une démocratie avec des institutions, il viendra le temps, on le verra à l'échelle mondiale. Vous connaîtrez, après bien des troubles, des guerres, des violences peut-être qu'on peut éviter, vous connaîtrez un gouvernement mondial, je l'espère démocratique, mais il aura lieu, car les enjeux globaux sont si évidemment globaux que c'est nécessaire. Alors, est-ce qu'on le fera d'une façon rationnelle et démocratique parce qu'on aura compris que c'est notre intérêt, ou on le fera sous la terreur d'une catastrophe écologique qui exigera une dictature planétaire pour éviter une catastrophe écologique, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis certain que la prise de conscience de l'unité de la planète est en marche. Et que même ceux qui voudront simplement être spectateurs du monde devront comprendre que c'est leur intérêt d'être des acteurs. Peut-être une Dernière question, si vous voulez bien. Absolument. Qui se lance pour la dernière question?
ou est-ce qu'on s'arrête en vous remerciant infiniment, Monsieur Jacques Attali? Merci beaucoup.